Мне нравится, что вы больны не мною. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда над нашими, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую, не прочите мне в адовском огне гореть за то, что я не вас целую, что имя нежное мое, мой нежный, не упоминаете ни днем, ни ночью в суе, что никогда в церковной тишине не пропоют над нами аллилуйя. Спасибо вам и сердцем, и душой за то, что вы, меня, не зная сам, так любите, за мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наши негуляния под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я больна, увы, не вами. Il me plaît que vous soyez malade, non de moi. Il me plaît d'être malade, non de vous, et que jamais le lourd globe terrestre ne s'enfuit sous nos pas hésitants. Il me plaît de pouvoir être drôle, dévergondé et sans jeu de mots, de ne pas rougir envahi de pudeur lorsque nos manches par mégarde se touchent. Il me plaît encore que calmement, devant moi, vous enlaciez une autre, que vous ne me menaciez pas de brûler en enfer si j'en embrasse un autre, que vous ne prononciez jamais au nom mon nom en vain, ni la nuit ni le jour, que jamais dans l'église on ne chantera sur nos têtes couronnées un chant d'Alléluia. Merci de tout cœur et avec mes deux mains de m'aimer tant sans le savoir. Merci pour le calme de mes nuits. Merci de venir si rarement me voir au crépuscule. Merci pour nos non-promenades au clair de lune, pour le soleil brillant, non au-dessus de nos têtes. Merci d'être malade, hélas, non de moi. Merci que je sois malade, hélas, non de vous. J'ai voulu commencer cette causerie par un poème de Tsvetaev dans lequel, comme vous le sentez sans doute par le texte russe ou par la traduction, tout est à l'envers. Et je dois dire que Tsvetaev est, d'une façon générale, je crois, un poète à l'envers. À l'envers, ça veut dire, ce n'est pas simplement une boutade, ce n'est pas dire que, bon, elle dit oui, mais c'est non. Ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas superficiel, ce n'est pas une sorte de mouvement comme ça de jeunesse ou de... Tout est vraiment à l'envers. Elle est un poète maximaliste, donc un poète pour lequel tout est noir ou blanc, pour lequel tout est bien ou mal, pour lequel tout est heureux ou malheureux, tout est rire ou larmes. Ce sont les extrêmes de Tsvetaeva qui marquent sa poésie depuis les tout débuts. Le tout début de sa vie est une vie de poète. Elle a été élevée dans une famille d'intellectuels russes. Avant, elle est née en 92, c'est-à-dire à la toute fin du siècle, et elle est une personne dans un milieu cultivé qui reçoit l'éducation cultivée de la bonne petite noblesse russe de Moscou.
Elle est née à Moscou, elle est éduquée par des gouvernantes, elle a une mère spartiate, je dirais, parce que c'est une mère qui lui inflige une éducation tout à fait à la hauteur des jeunes filles de bonne famille. Simplement, la mère est une pianiste accomplie et la jeune fille, l'enfant, doit faire du piano tous les après-midi après l'école et avec un métronome et tout le temps les gammes, l'une après l'autre. Et la musique n'est pas l'élément de Tsvetaeva. Elle verra le bonheur le jour où elle comprend, ça intervient très tôt, le jour où elle comprend qu'elle est poète et que la poésie, c'est comme la musique, vous avez des fils qui marquent des notes, des lentes, des rapides, avec des petites queues, des très très grosses, alors là il faut s'arrêter longtemps, elle comprend tout ça. Jusqu'au jour où elle comprend qu'elle peut mettre des mots à la place des notes sur les mêmes fils, elle est heureuse. Et je dois dire que la comparaison avec les fils n'est pas fortuite, puisque l'un de ces grands poèmes adultes d'amour adressés à Pasternak parle précisément de fils télégraphiques et tient sur cette image de fils télégraphiques qui sont les seuls à pouvoir transmettre à Pasternak la douleur de Tsvetaeva de ne pas le rencontrer à la rencontre qui était prévue entre deux à Berlin. Donc c'est une image qui remonte très loin dans l'enfance chez elle. D'autre part, dans l'enfance toujours, il y a quelque chose d'autre qui est très sensible pour Tsvetaeva, évidemment la liesse de la création, mais aussi le malheur, la tragédie de la mort. Tsvetaeva, très attachée à cette mère un peu sévère, un peu dure, va perdre cette mère avant d'avoir 13 ans. Et la mort de sa mère, je pense, marque d'un saut mortel la totalité de sa vie. Je ne dirais pas, surtout pas, que le suicide est inscrit dans la vie de Tsvetaeva dès sa jeunesse, puisqu'elle va terminer sa vie en 1941 en Russie, c'est-à-dire déjà en Russie soviétique en 1941. Vous imaginez ce que c'est comme date pour la Russie. Elle va se suicider, mais je ne dirais pas que le suicide est inscrit dans sa poésie depuis la jeunesse. Mais la mort, oui. Et la mort comme extrême de la vie, j'ai commencé par vous dire que la Tsvetaeva est un poète à l'envers. Eh bien justement, la mort comme extrême de la vie est tout le temps dans ses poèmes, que ce soit les poèmes de jeunesse, que ce soit les poèmes de maturité. Alors je vais m'arrêter un instant sur le Dvourtomnik, c'est le livre que j'appelle Dvourtomnik, les 2 volumes que j'ai traduits, qui sont la totalité de la poésie lyrique de Tsvetaeva. C'est-à-dire que sont entrés dans ces 2 volumes tous les poèmes courts que Tsvetaeva a écrits, et je n'y ai pas fait entrer le théâtre, je n'y ai pas fait entrer ce que Tsvetaeva appelait les poèmes en russe, poèmes. C'est un genre un peu spécial qui compte plusieurs centaines de vers et qui a en général aussi un sujet épique, lyrique, c'est-à-dire un poème d'amour et d'histoire, ou un poème de légende, ou un poème folklorique. Les sujets sont différents. Tout ça n'est pas entré dans mon travail de cette fois. Je n'ai pas fait entrer tout ça parce que je voulais garder une unité de genre à ces 2 volumes. Et je les ai divisés d'une façon chronologique, c'est-à-dire que la première partie, ce sont les poèmes de Russie, tout ce que Tsvetaeva a écrit avant de quitter la Russie, et la deuxième partie, c'est le 2e volume, la maturité, tout ce que Tsvetaeva a écrit dans sa maturité, c'est-à-dire à la fois en exil et en revenant en URSS quand elle est revenue en 1939. Alors je vous ai donné déjà les cadres de cette vie.
la vie d'une jeune femme intellectuelle, bon, née en 92, elle va avoir donc en 1917, elle va déjà avoir, si je compte bien, 25. Elle est déjà adulte. Elle est déjà adulte et il y a eu, juste avant 1917, dans sa vie, une année, je dirais, faste. Alors, comme je parlais de poésie à l'envers, vous attendez évidemment le néfaste. Évidemment, il y aura le néfaste. Il y aura le néfaste. Il y aura le néfaste plus tard, plus tôt. Il y aura toujours les deux, faste, néfaste, vie, mort. Et dans la poésie lyrique de Tsvetaeva avant la Révolution, il y a une fameuse année 1916, qui est une année magnifique pour elle, qui est une année de grande création. C'est à ce moment-là qu'elle écrit les poèmes qui sont entrés dans les cycles les plus connus. Le cycle à Akhmatova, le cycle à Blok, le cycle des poèmes de Moscou, le cycle des poèmes... elle a un certain désir d'écrire par cycle. Et ce désir d'écrire par cycle se traduira dans la maturité par un autre changement de genre qui est évidemment le fait qu'elle va commencer à écrire ses longs poèmes lyrico-épiques, comme elle les appelle, et qu'elle va naturellement du coup réduire un peu sa composition de poèmes courts, ce qui fait que la période de maturité compte un petit peu moins de poèmes et le deuxième volume un petit peu moins de pages que le premier. Dans l'année de Liesse de 1916, il y a un événement, disons deux événements que je voudrais souligner, parce qu'ils ont une incidence directe sur son œuvre. Le premier événement, c'est une aventure amoureuse homosexuelle. Alors, l'homosexualisme dans la société russe du début du XXe siècle, eh bien, à dire vrai, je ne sais pas. Parce que, d'un côté, j'ai vu des photos qui m'ont laissé aucun doute. De l'autre, j'ai toujours entendu des Russes dire non, jamais de la vie, Tsvetaeva n'était pas comme ça. Bon, voilà. Et c'est vrai que c'est difficile à trouver. Mais Tsvetaeva a écrit un long cycle de poèmes qui s'appelle Padruga, mon ami, et dedans, il n'y a aucun doute. L'interlocutrice à qui sont dédiés les poèmes est une femme d'un certain âge, poète, qu'elle admire, qu'elle porte au nu, qu'elle adore, qu'elle aime, et qu'elle va détester, évidemment, lorsque l'aventure se termine, parce qu'elle a le sentiment d'avoir perdu sa virginité. Et je pense que c'est vrai. Elle a eu un enfant avant, donc c'est quand même, on a des preuves, si vous voulez. Mais en même temps, il y a quelque chose dans sa démarche amoureuse qui a changé à partir de cette aventure amoureuse. Je vous recommande la lecture de ces poèmes, ils sont très beaux. Et la deuxième chose, le deuxième événement de cette année 1916, qui est très important, à mon avis, dans l'œuvre de Tsvetaeva, c'est qu'elle a décidé de faire, au cours de l'hiver, décembre 15 et janvier 16, elle a décidé de faire un voyage à Pétersbourg, à Petrograd à l'époque, à cause de la guerre, ça s'appelait Petrograd, parce qu'il y avait là-bas une école poétique dont elle avait entendu parler. Il y avait la grande dame de la poésie russe, Akhmatova. Donc elle voulait connaître Akhmatova. Et c'était intéressant parce qu'Akhmatova était une idole. Elle était très belle. Elle apparaissait sur toutes les photos, sur tous les portraits, tout le monde était à ses pieds. Elle avait des cheveux longs, des robes longues, elle était mince, elle était gymnaste, elle se pliait en quatre et roulait en boule dans les salons. Enfin, c'était une splendeur, cette femme. Et naturellement, elle écrivait des poèmes inouïs, extraordinaires, à la hauteur de ces roulés-boulés qu'elle faisait dans les salons. Donc, elle était vraiment quelqu'un. Et Tsvetaeva, qui se sentait toute seule, bon, égocentriste, n'est-ce pas ? Toute seule dans la poésie russe. Bon, il y avait Pouchkine, bien sûr, mais Pouchkine, c'est tout le monde. Et à part Pouchkine, il y avait elle.
Et là, il y avait Akhmatova quand même, donc il fallait quand même essayer de voir qui c'est. Elle va à Petrograd, elle va rencontrer des poètes magnifiques, avec des yeux splendides, une neige très glacée, des nuits magnifiques, des tapis de peau d'ours et de tigres. Bon, Goumilov était passé par là. Donc voilà, elle tombe dans un monde tout à fait différent. Et alors naturellement, Akhmatova n'était pas là. Et je ne sais pas si Akhmatova est partie pour des raisons de santé réellement, puisqu'elle avait une tuberculose qu'elle traînait et qu'elle soignait, ou bien parce qu'elle a décidé d'éviter cette jeune moscovite. C'est très possible, parce que Akhmatova finalement a évité cette moscovite toute sa vie. Heureusement, la moscovite est partie en Occident. Mais qu'est-ce qui se serait passé si elle était restée, hein, c'est autre chose. Bon, de toute manière, Akhmatova n'est pas là. Tsvetaeva va chanter, comme toujours, l'absence. Et elle écrit un cycle d'amour, de poèmes d'amour à l'absente, Akhmatova. Poème à Akhmatova, en 1916. Mais elle écrit aussi poème à Moscou. Et ça, ce n'est pas du tout innocent, parce qu'elle a très bien compris que elle, étant moscovite, c'était ce visage-là qu'elle devait prendre dans la poésie russe. Et elle devient le poète de Moscou. Les coupoles, les rues tortueuses, les vieilles bonnes femmes, les saints sur les icônes, les promenades la nuit avec les amoureux, tout ça c'est Moscou. Et elle va écrire un cycle de poèmes à Moscou. Alors tout ça c'était juste avant la Révolution, et vous imaginez que la Révolution va tout bouleverser, tout bousculer, et naturellement la tragédie va aller au premier plan. D'abord parce que Tsvetaeva est jeune mariée, que son mari est dans une école de Junker qui deviendra l'école de fabrication des officiers de l'armée blanche, puisque à l'époque on ne parlait pas encore d'armée blanche, on a parlé d'armée blanche à partir de la guerre civile. Donc il y a ça, il y a son mari qui est en danger, il y a son mari qui va être enrôlé dès que la révolution commence, il va défendre l'étendard blanc, l'héritier du trône. Tsvetaeva n'est pas monarchiste, mais elle l'est, je vous disais à l'envers, elle est, oui, monarchiste, non, pas monarchiste, parce qu'elle ne peut pas défendre ce système qui est pourri. Au départ, il y a ce brigand qui est à la cour et qui fait des miracles avec le petit héritier Raspoutine, quelle horreur. Il y a, bon, des tas d'autres choses, un besoin de réforme, un besoin de changement de la vie, un besoin de... Tous les intellectuels étaient révolutionnaires à l'époque. Ce n'est pas je ne sais pas comment on dit en français. Bon, peu importe, ce n'était pas une exagération de dire que tous les jeunes intellectuels étaient révolutionnaires. Et elle était révolutionnaire comme étaient les jeunes intellectuels. Mais défendre le tsar, surtout qu'il a été massacré aussitôt, il a donné ça, il a abdiqué, il a été emmené en Sibérie avec toute sa famille, il a été immédiatement massacré avec les femmes de chambre, les gouvernantes, les médecins, tout le monde. Donc il y a une sorte de... Déjà, le perdant, Tsvetaeva est toujours pour le perdant. Donc c'est comme ça qu'elle va devenir monarchiste, qu'elle devient en réalité dans un parti qui n'est pas un vrai parti, qui est un mouvement de l'âme. Et ça, les mouvements de l'âme, elle ne connaît que ça. Alors, il y a 3 ans qui se passent en Russie, dans le froid, la faim, la désolation, le brigandage. Tsvetaeva va faire des allers-retours entre par Moscou et le Midi, la Crimée, soit pour ramener des provisions, soit pour essayer de s'installer dans le Midi de la Russie pour éviter cette tempête dont on pense qu'elle est provisoire. Que tous ces voyages sont décrits admirablement dans sa prose. Et sa prose en France a été plus vite connue, plus connue plus tôt que sa poésie.
Donc voilà, elle vit tous ces événements. Elle perd naturellement tous ses biens. Elle avait quand même une belle maison. Bon, la maison, les biens, l'héritage de la mère, le musée du père, tout ça, c'est soit nationalisé, soit balayé, soit détruit. Et le pire, elle reste sans nouvelles de son mari, parce que son mari est parti. Il était d'abord cantonné dans cette école de Moscou, école d'officiers, puis ensuite la guerre civile a éclaté, il est parti avec les armées de guerre, et là on n'a plus aucune nouvelle, on ne sait pas comment ça se passe. Maintenant on suit sur des cartes l'avancée de Wrangel et bien les autres généraux, et on sait tout ça par le menu, mais à l'époque quand on était dedans, on ne voyait que le bout de son nez ou le bout du nez du voisin qui avait faim et avec qui on partageait les cigarettes et un quignon de pain. Seulement voilà, elle a 2 enfants. Elle a eu l'aîné, qui est né très vite après son mariage. Et oui, alors ça aussi, on a caché, bien sûr, elle est née avant, elle a été conçue avant. Tout ça, ça nous amuse maintenant, n'est-ce pas? Ça nous fait sourire. Mais à l'époque, moi, je ne sais pas vraiment comment c'était. Je vous ai dit tout à l'heure, pour l'homosexualité, j'en sais rien. Pour ce qu'on appelait maintenant, ce qu'on appelle la fille-mère. Oui, fille-mère, c'est extrêmement grossier comme expression. On n'aurait pas l'idée maintenant d'appeler quelqu'un une fille-mère. On dirait mère célibataire, on dirait Matsiadinochka. Mais à l'époque, je ne sais pas comment ça se... En tout cas, elle l'a caché à son père. Et elle a eu sa fille 7 mois ou 6 mois après son mariage. Voilà. Et puis elle a eu une deuxième fille. Et la deuxième fille était probablement... a souffert déjà de, je ne sais pas de quoi, mais en tout cas peut-être d'héritage familial du côté de son mari, où il y avait énormément de tuberculeux. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle avait probablement une malformation mentale. C'était une enfant qui se balançait, qui chantonnait, qui ne se développait que très peu, mais la façon dont Tsvetaev l'a éduquée, je dois dire, est aussi fait frémir, parce que Tsvetaev emmenait sa fille aînée partout où elle allait, et la petite, elle l'attachait dans son berceau ou à une chaise pour qu'elle ne bouge pas pendant toute son absence. Parce qu'une fois, elle avait mangé tout ce que Tsvetaev avait préparé, elle était grimpée sur une chaise, elle avait mangé tout ce qu'il y avait sur la table, et à l'époque, les provisions étaient devenues très difficiles. Alors elle l'attachait. Mais le fait est que les témoignages, même de Sonichka, la grande amie de Tsvetaev à l'époque, amie de relations théâtrales, parlait de cet enfant comme d'une enfant probablement un peu attardée. Le fait est que Tsvetaev, à un certain moment, croit aux promesses du gouvernement et emmène ses 2 filles dans un pensionnat. L'aide américaine aux affamés, il y a eu une famine en 22, en Russie, une famine terrible. Et l'aide américaine n'était pas arrivée à l'époque, puisque la petite fille est née en 17. Donc la petite fille était dans ce pensionnat, et quand Tsvetaev est allé voir ses filles, l'une des 2, l'aînée, souffrait de malaria, et la seconde était bien portante. Tsvetaev a attrapé sa fille et est parti avec sa fille aînée, et elle a laissé la petite en espérant que tout irait bien. Et elle n'a même pas su que l'enfant est morte de faim. Elle a appris par hasard dans la rue à Moscou, en voyant une voiture de l'orphelinat qui portait le nom de l'orphelinat. Et elle s'est approchée du chauffeur et lui a dit « Ah, vous êtes Tsvetaev, eh bien votre fille est morte. » Elle a été enterrée il y a 3 jours. Voilà, c'est quand même la tragédie. Et cette tragédie-là n'est pas reflétée dans les poèmes de Tsvetaev. J'ai compté en tout, non pas 3 poèmes, mais 3 allusions à la mort de l'enfant. Il y a un poème très beau que vous lirez si vous avez le premier tome, où elle dit qu'elle avait 2 mains qui lui étaient données par Dieu pour tenir les têtes de ses enfants, et qu'elle n'a pas pu retenir la deuxième, et que l'enfant est parti. Et il y a une autre allusion et une troisième, et c'est tout. Alors, est-ce que c'était... parce que la mort de la mère non plus n'est pas reflétée dans les poèmes.
Est-ce que ces morts-là sont trop proches pour être... ça, je vous le livre comme sujet de réflexion. Peut-être qu'il y a des sujets qui sont impossibles pour un poète. Peut-être possible pour un autre, ça dépend des poètes. Mais là, je crois qu'il y a quelque chose de très spécial pour Tsvetaeva. Toujours est-il qu'elle va apprendre des nouvelles de son mari par un écrivain qui faisait des allers-retours, qui était journaliste, qui l'a trouvé et qui finalement lui dit votre mari est vivant, il est à Berlin. Et à ce moment-là, Tsvetaeva va quitter toute cette atmosphère de faim, de tristesse, de froid, de douleur et de joie, parce que ce sont les années les plus créatives dans sa poésie lyrique. Donc la liesse, l'allégresse de la création et des aventures amoureuses à n'en plus finir. Elle va quitter tout ça pour aller rejoindre son mari. Et je crois qu'il y a dans la poésie, que je connais en tout cas, presque de chez tous les poètes, le besoin, à un moment ou à un autre, d'écrire leur monument à la postérité, c'est-à-dire ce que représente leur moi. Elle l'écrit alors qu'elle a, je pense, je vais vous dire tout de suite l'âge exact, vous allez compter à ma place, 1912. Elle a donc 20 ans. Mes vers écrits à l'aube de ma vie de poète, lumière vive, telle la queue d'une comète, bondit comme l'onde d'une fontaine, démon jaillit, feu impatient, excusez-moi, je ne vois pas bien, force en silence, dignité et encens, venu de temple ordonné, bienséant, poème d'amour, de sang, de vie, vers de passion, de joie, éclair perdu, oublié au recoin de vieilles boutiques, enfermés, poussiéreux, jamais lus, tels de grands vins au fond de leurs barriques, sauront atteindre leur précieux prix. C'est une sorte de bouteille à la mer. C'est un genre que les grands poètes pratiquent. Vous avez en tête, pour certains d'entre vous, évidemment, le monument de Pouchkine. Vous devez avoir en tête des poèmes français. Évidemment, moi, j'ai la tête vide parce que j'ai que Tsvetaeva dedans. Mais vous devez vous rendre compte que ce genre monument existe. Et bon, Tsvetaeva compare ses poèmes à des vins de qualité. Elle part en Occident. Et c'est le deuxième volume de ma collection qui commence. Elle fait ses adieux à cette Russie dans des poèmes complètement débridés, des poèmes fous, des poèmes, par exemple, quelque chose qui est favori dans la littérature de cette époque, la mascarade. Elle fait un cycle de poèmes dans lequel elle va chanter la Chandeleur. Et elle la chante dans la saison russe qui lui est propre, qui est évidemment la fonte des neiges. Et la fonte des neiges, c'est mars-avril, c'est précisément le début du Grand Carême, le carnaval, la veille de la grande période de jeûne avant Pâques, et c'est la période où on se laisse aller à tous les excès. Et dans ce poème que j'ai inclus dans le deuxième volume au début, parce que c'est le poème, ce n'est pas un poème conte, ce n'est pas un poème épique, c'est le poème de Tsvetaeva de ses adieux à la Russie. Il est d'une métrique débridée, il est dans tous les sens, comme je vous disais tout à l'heure, à l'envers. J'ai trouvé un autre poème chez Tsvetaeva dont je vais vous donner un exemple, encore une fois, en russe et en français. C'est un poème, j'en ai pris seulement un petit bout, le poème au cireur de parquet, en russe Полотёрская. Нажариваем, накаливаем, пошариваем, потряхиваем, с полотеров взятки гладкие, катай вдоль да поперек,
как покатимся в присядку, пожалуйте на чаек. Не мастикой ясеневой вам полы намаслены, потом, кровью ясеневой вам полы наласниваем. Вощи до бела, трещи мебеля, тише сажи, мягче замши, полотерцы, взявши в дом, плачьте. Alors en français, bon, j'ai essayé évidemment. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais c'est tellement rythmé. Nous faisons la friture, c'est tout chaud. Nous fouinons, nous blaguons. Ils arrivent, les fous, ils dansent et ils frottent de long en large. Ils n'ont pas de compte à rendre. S'il vous plaît, un pourboire, ce n'est pas mastic de frêne pour beurrer les parquets. C'est notre sueur et notre sang. Ce sont eux qui brillent tant. Frotter à blanc, craquer les meubles. Plus doux que suie, plus souple que de velours. Une fois dans la maison, les cireurs pleurent. Et la maîtrise verbale de Tsvetaev, elle a commencé très tôt. Elle a commencé dans la toute première jeunesse. Simplement, elle s'est approfondie par les douleurs, par les thèmes, par les épreuves de la vie. Mais la maîtrise elle-même, elle avait été remarquée par un grand critique dès le début de son itinéraire. Alors, dans la société européenne, elle va connaître un grand amour, un amour impossible, bien sûr, qui sera le sujet des deux grands poèmes que Ève Malraux a admirablement traduits, qui s'appellent le poème de la montagne et le poème de la faim, que l'on peut trouver encore puisqu'ils ont été réédités chez Gallimard. Ce sont des textes que je n'ai pas traduits, comme je vous le disais. J'ai traduit autre chose et j'ai trouvé que dans la poésie de la maturité, j'ai trouvé un poète urbain. Je vous donne l'exemple des cireurs de parquet. J'ai trouvé un poète indigné. Je vous donne un exemple. Bon, je ne trouve pas. Si, voilà. Parti nulle part, ni toi ni moi, perdu pour nous toutes les plages, propriétaire d'un sou, été brûlant, plus dans nos prix les océans. De la misère, goût toujours sec, tourne la croûte sèche dans la bouche. Plat bord de l'eau, manger l'été, espace de pauvres, poche retournée, anthropophage de Paris, replets, joufflus, panse luisante, vous tous, mangeurs de poésie, ripailles de Grèce, un franc l'entrée, et pour la bouche lotion poème, refrains, sonates et versets, voûtes célestes, front étoilé, eau de toilette, le chant aux lèvres, soyez maudits. Pour vous, la honte de mes 5 doigts, serrez la main. 5 sens, bons sentiments dans la figure. Meilleur souvenir, ma signature. Voilà, ça c'est le poète social. Et j'ai aussi trouvé le poète politique. Le poète politique, un exemple très court, et j'en resterai là, un exemple très court. Au diable tous, filez, allez, brebis soumises et vous, moutons, esclaves d'Hitler, avec Staline, marchez, troupeaux, volez, avancez donc, sans une seule marque, sans une pensée, au grand Staline obéissez, affichez de vos corps étalés les signes, haut, os, haut, plat, crochet de l'étoile rouge et de la croix gammée. C'est dur. Pour un poète qui ne se mêle pas de politique, c'est dur. Alors je voulais, pour finir, vous citer un poème qui est le contraire et qui est peut-être un exemple d'harmonie. C'est très rare chez Tsvetaev. Et je pense que ça vaut la peine d'être lu.
justement en conclusion pour garder une image poétique de toute cette passion et de toutes ces déchirures merveilleuses. Au-delà de mes forces, ne m'accuse pas. Attends, j'oublie. Béni sois-tu, commandais de te dire, béni es-tu. Et puis ensuite, la douceur, sans ride, lisse. Attends, parmi toutes les femmes, tu es bénie. Et puis ensuite, les cloches retentissantes d'allégresse. Enfant, écoute, béni es-tu, puis ensuite le silence, le plus doux. Je pense que vous avez reconnu que s'il s'agit du discours de l'ange à la Vierge, à l'Annonciation. Je serais très heureuse de répondre à des questions, si vous en avez, si je ne vous ai pas rempli la tête de Tsvetaev au point qu'il ne reste plus rien à dire. Oui? Vous parliez de sa relation à Akhmatova, mais elles ont une correspondance quand même, elles ont été en lien, non? Non, elles n'ont pas une correspondance. Elles ont quelques lettres. Tsvetaev a envoyé des billets à Akhmatova en lui faisant des cadeaux. Akhmatova répondait par un merci poli. Et elles se sont vues à la fin de la vie de Tsvetaev. Elles ont eu une rencontre dont Akhmatova a dit plus tard que, je crois que, je ne sais plus, quelqu'un d'autre a employé le mot «не встреча». Mais c'est une rencontre qui a duré très longtemps. Et l'une et l'autre, Akhmatova a décrit ensuite, mais en termes tellement introvertis qu'on ne sait pas que penser de cette rencontre. Et c'est tout. C'était une adoration à distance. On ne peut pas dire qu'il y a eu une correspondance entre elles. Parce que Tsvetaev avait de grandes correspondances, mais vous savez, c'était des lettres de 6-8 pages, tous les jours, sinon 2 fois, 3 fois par jour, avec Pasternak, par exemple. Donc, on ne peut pas appeler ça une correspondance comparée à ce qu'elle écrivait à d'autres. Où est-ce qu'on peut retrouver ces dires de Akhmatova sur Tsvetaeva? Dans un recueil qui s'appelle Akhmatova, ça a un autre nom, mais vous trouverez ça ici aujourd'hui. Les grands poètes, ils ont en général une collection qu'on fait maintenant, tout sur un tel, et dedans il y a toutes des journaux intimes, des écrits, des bribes, et dedans, à 1941, ou un peu plus tard, on trouve la vie de Akhmatova, et on a trouvé la vie de Tsvetaeva quand elle a lu Белая стая. Elle dit, elle est très négative vis-à-vis de la poésie de Tsvetaeva, d'Akhmatova. Donc, Tsvetaeva est très négative vis-à-vis d'Akhmatova. Elle dit, а что она делала все эти годы? Qu'est-ce qu'elle a fait pendant toutes ces années? Писала о любви. Comme si elle-même n'avait pas. Oui. On peut faire un point justement sur en fait, son lien avec Pasternak, justement. Oui, alors la relation avec... Oui, vous voudriez avoir quelques mots sur Pasternak. Pasternak était un grand amour de Tsvetaeva, et c'était celui dont elle disait que c'était son frère en poésie. Ils se sont très peu vus. Ils se sont vus d'une façon tout à fait épisodique à Moscou avant que Tsvetaeva ne quitte Moscou. Ensuite, Pasternak est allé à Berlin pour voir s'il allait rester en Occident ou s'il allait revenir. Ça se passait à la fin de la guerre civile. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont fait des allers-retours pour essayer de voir comment on pouvait émigrer pour un temps, puisqu'on pensait que la révolution n'allait pas durer, etc. La rencontre avec Pasternak à ce moment-là ne s'est pas faite, parce qu'il fallait demander un visa, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de billets, elle était dans une petite campagne perdue, et comme toujours, la rencontre ratée est le prétexte à un cycle magnifique de poèmes. Quand Tsvetaeva
quand Pasternak est venu à Paris en 1935, il a vu Tsvetaeva. Pasternak était dans un état épouvantable. Il avait fait des voyages obligés dans toute la Russie. Il avait vu la famine, il avait vu la destruction de la campagne russe. Il avait un serment politique, un serment de cœur politique. Je ne sais pas comment le dire autrement. Qui faisait qu'il était complètement dans tous ses états. En plus, ses parents habitaient déjà à Berlin, en Allemagne. Il est venu au congrès antifasciste de la Mutualité, qui s'est tenu en 1935, auquel on l'a forcé à venir comme caution de liberté. Il a rencontré Tsvetaeva et la seule chose qu'il a su lui dire, c'était « achète-moi un manteau pour ma femme ». Et une deuxième chose, c'est il a dit, Tsvetaeva parlait de retour possible en Russie, 1935. Et il lui a dit, я не знал, что сказать. Et cette phrase, on lui a reproché évidemment amèrement ensuite, parce qu'il a, comme, pour ainsi dire, cautionné le retour de... Ce n'est pas vrai, il n'a pas cautionné. Il écrit «Я не знал, что сказать, но трагедия, постигшая эту семью, была выше всякого моего воображения». La tragédie qui a touché toute cette famille était bien au-delà de mon imaginaire. Mais bon, il aurait pu plaider la cause, mais il ne savait pas, il était écouté de partout, il était embrigadé dans le système soviétique. Enfin, je ne dis pas ça pour l'excuser, parce que je ne sais pas ce qu'il faut penser. Je ne me permettrai pas de juger ni l'un ni l'autre, je n'en sais rien. Simplement, le non-amour de Tsvetaeva est là. Le non-amour, c'est-à-dire non-sollicitude, je ne sais pas. Moi, j'aurais été à la place de Pasternak, mais je n'étais pas à la place de Pasternak, il ne faut pas non plus rêver. Donc voilà, et quand ils se sont retrouvés, elle espérait que, au moment où la guerre a commencé à Moscou, il y avait des bombes, il y avait son fils qui était adolescent, qui devait éteindre les fusées qui tombaient sur les toits. Elle espérait que Pasternak, qui avait une villa à Pilidielkina, l'inviterait à Pilidielkina, mais il avait une femme, même deux. Donc, comment aurait-il pu inviter? Il était amoureux de Tsvetaeva à un moment, oui, mais comme les autres, ça passait. Vous savez, ça va, ça vient. Alors, donc, voilà. Et elle lui a reproché de ne pas la traiter comme une amante, je ne sais pas. Alors qu'en fait, il a tout fait pour lui donner du travail. Il lui a procuré des traductions. Mais là aussi, le malheur est qu'il fallait traduire, je ne sais pas moi, 10 pages par jour pour arriver à vivre. Et elle traduisait une page d'un poète. Elle traduisait en poète. Voilà. Pour être bref, c'est tout ce que je peux dire. C'est pas très concluant parce que j'ai pas fait une opinion tranchée. Parce que ça a duré 15 ans quand même, Leur correspondance n'a pas duré 15 ans, mais elle a quand même été la correspondance la plus intense que l'on puisse imaginer. Elle s'est un petit peu atténuée vers la fin, on voit aux dates que les dates sont beaucoup plus rares, et que l'amour est passé quelque part. Pour Tsvetaeva, c'était un amour épistolaire, mais elle disait elle-même que les relations qu'elle préférait étaient des relations en rêve ou par lettres. Qu'elle était plus authentique, plus elle-même dans ces relations-là. Ce qui est normal pour des poètes. Comment ? Ce qui est normal pour des poètes. Je ne sais pas, les poètes sont aussi des gens ordinaires. Mais ils sont, évidemment, ils écoutent les dieux. Et Mandelstam, alors Mandelstam, c'est dommage de parler d'eux. C'est l'année de Mandelstam. Mandelstam a... Bon, il faut que je le dise, alors je le dirai. Mandelstam a eu une aventure amoureuse avec Tsvetaeva. Nadezhda Yakovlevna, la femme de Mandelstam, était furieuse. Et après ça, c'est elle qui m'a dit, oui, ils ont eu une brève aventure, mais il fallait bien que quelqu'un lui apprenne à faire l'amour. C'est ce qu'elle a dit de son mari. Alors je vous laisse la réflexion, Mandelstam est beaucoup plus intéressant que tout ça.
Et Tsvetaeva aussi d'ailleurs. Ouais, plutôt l'influence éventuellement. Mais c'est une... Non, Ouais, je pense que... Vous savez, j'ai lu dans un livre, le livre de Vico Schweitzer sur Tsvetaeva. Le chapitre qu'elle consacre à Mandelstam est renversant. Son livre est un petit peu tronqué parce qu'elle n'a pas assez de vision de la vie de Tsvetaeva en Occident. Mais ce qu'elle écrit sur la relation de Tsvetaeva avec Mandelstam, du point de vue poétique justement, elle ne va pas vous raconter des petites blagues comme moi. Elle raconte quelque chose de sérieux. Et dans ces 15 pages, vous trouverez une analyse de la poésie de Mandelstam face à la poésie de Tsvetaeva qui est remarquable. Ça, je vous le recommande. Alors, y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres curiosités? Eh bien, sinon, je vais vous remercier de votre attention. Je suis très contente que ça... Enfin, j'espère que ça vous a plu. Mais moi, j'ai pris plaisir à vous raconter tout ça.